Ma petite amie a ri en disant, comme si quelqu'un d'autre voudrait de toi, pendant une dispute à propos de son manque constant de respect. J'ai répondu, voyons ça. Elle l'a découvert à sa fête d'anniversaire quand je suis arrivé avec sa cousine. Le groupe familial sur WhatsApp a explosé. Elle a passé son anniversaire toute seule. C'était il y a environ un an, mais je suis enfin prêt à raconter toute l'histoire. Elle est longue, mais croyez-moi, la fin vaut la lecture. C'est probablement l'histoire de vengeance la plus satisfaisante que j'ai jamais vécue, et je n'ai même pas eu à faire autre chose que de m'en aller. Moi, homme de 26 ans, gagnant 85 000 $ comme gestionnaire de compte, sans dette avec une voiture entièrement payée et mon propre logement, ma vie était plutôt bonne jusqu'à ce que je rencontre Madison à la pendaison de crémaillère de mon ami Jack. Madison était absolument magnifique, le genre de femme qui interrompt les conversations quand elle entre dans une pièce, de longs cheveux blonds, des vêtements de créateur, et une allure royale. Elle travaillait comme coordinatrice des médias sociaux, gagnant peut-être 35 000 $, mais on ne l'aurait jamais deviné en voyant sa garde-robe. Nous nous sommes immédiatement bien entendus. Elle était charmante, riait à mes blagues, posait des questions réfléchies. Quand j'ai eu son numéro, j'ai eu l'impression d'avoir gagné à la loterie. Des signaux d'alarme, quels signaux d'alarme? Notre premier rendez-vous a eu lieu dans un bon restaurant italien du centre-ville. Madison est arrivée comme si elle sortait tout droit d'une couverture de magazine, a commandé les plats les plus chers, entrée, plat principal, dessert et plusieurs cocktails. Quand l'addition de 200 $ est arrivée, place à la comédie, oh mon Dieu, je suis tellement embarrassé, j'ai complètement oublié mon portefeuille à la maison. Elle avait l'air mortifiée, désolée, promettant de payer la prochaine fois. Des choses qui arrivent, non? Sauf que cela continuait à arriver. Au deuxième rendez-vous, sa carte était mystérieusement bloquée. Au troisième, des problèmes de paix au travail. Au quatrième, son sac était coincé dans la voiture d'une amie. Au sixième, j'aurais pu écrire moi-même le calendrier de ses excuses. Mais Madison était la plus belle femme avec qui j'étais jamais sorti et elle semblait vraiment m'aimer. Elle envoyait constamment des messages, postait des photos mignonnes de couple, organisait de petites surprises. Quand nous n'étions pas confrontés à son syndrome du portefeuille disparu, elle était vraiment agréable. Quand elle laissait entendre que nous devrions aller dans des restaurants plus chers ou se plaignait que nous n'allions jamais dans un bel endroit pour les vacances, je pensais simplement qu'elle avait des standards plus élevés que ceux auxquels j'étais habitué. Je gagnais bien ma vie, je n'avais pas de grosses dépenses et j'étais heureux de partager cela avec quelqu'un à qui je tenais. C'était, à mes yeux, ce que les gens en couple étaient censés faire, se soutenir, partager les ressources et construire une vie ensemble. Notre vie sexuelle était satisfaisante, elle semblait réellement s'intéresser à mon travail et à mes loisirs et elle parlait de projets d'avenir qui nous incluaient tous les deux. Quand elle évoquait l'envie de voyager en Europe ensemble ou parlait du genre de maison dans laquelle elle voulait vivre un jour, j'avais l'impression qu'elle voyait un véritable futur avec moi. J'aurais dû prêter plus attention aux détails de ces conversations pourtant, sa vision de notre avenir semblait toujours impliquer que je gagne plus d'argent, que nous menions un style de vie plus coûteux et qu'elle n'ait pas à travailler aussi dur ni à contribuer autant financièrement. Mais à l'époque, je pensais que c'était simplement des rêves de couple normaux. La deuxième année, Madison a vraiment commencé à montrer son vrai visage, les petites remarques sur mon travail et mon style de vie se sont considérablement intensifiées. Ce qui n'était que des suggestions occasionnelles est devenu des critiques régulières. Tu ne veux pas être plus performant, me demandait-elle en faisant défiler Instagram en regardant les photos de vacances à Santorin ou aux Maldives de certains influenceurs. 85 000, c'est bien, mais ce n'est pas vraiment être performant, tu sais, le copain de mon amie Sarah gagne comme 120 000 et ils viennent d'acheter un appartement en centre-ville. Cela venait de quelqu'un qui gagnait moins de la moitié de ce que je gagnais et dépensait chaque centime en vêtements, maquillage et expériences dignes des réseaux sociaux. Elle a aussi commencé à devenir étrange vis-à-vis de mes passe-temps. Je suis passionné de jeux vidéo, de montage d'ordinateur, de collection d'électronique vintage, en bref, des intérêts typiques masculins qui nécessitent un certain investissement financier mais qui ne sont pas particulièrement coûteux. J'avais construit au fil des ans un bel espace de jeu et j'aimais passer mes matinées du week-end à jouer en ligne avec des amis ou à travailler sur de nouvelles configurations. La première année, Madison avait au moins fait semblant de s'y intéresser quand je lui parlais d'une nouvelle carte graphique qui m'enthousiasmait ou que je lui montrais un montage d'ordinateur sur lequel je travaillais. Elle posait des questions, semblait impressionnée par les aspects techniques et paraissait généralement soutenir mes centres d'intérêt. Mais à la deuxième année, elle levait carrément les yeux au ciel ou faisait des remarques sur le fait que je perdais mon temps avec des trucs d'enfant et mon argent avec des jouets. Elle avait commencé à appeler mes sessions de jeu, « jouer à tes petits jeux », avec ce ton condescendant qui me faisait sentir comme un enfant qu'elle tolérait à peine.
Quand vas-tu sortir de cette phase, me demandait-elle comme si avoir des intérêts en dehors du travail était d'une certaine manière immature ou embarrassant. Les hommes qui réussissent ne passent pas leur week-end à jouer aux jeux vidéo. Le pire, c'était son comportement avec ses amis. La première année, elle était fière de me présenter comme son petit ami et m'incluait dans les conversations, mais la deuxième année, j'avais l'impression d'être un secret embarrassant qu'elle devait gérer. Si j'essayais de participer aux discussions quand nous sortions avec son groupe d'amis, elle m'interrompait ou changeait de sujet. Si je faisais une blague, elle me lançait ce regard comme si je venais de dire quelque chose de totalement inapproprié. Si je parlais de travail ou de quoi que ce soit qui m'intéressait, elle trouvait un moyen de rediriger la conversation vers autre chose. Un soir, nous étions sortis avec son groupe d'amis dans un de ces restaurants hors de prix du centre-ville, de ceux où les portions sont minuscules et où tout coûte 3 fois ce que ça devrait. Je parlais avec un des hommes présents de sujets professionnels. Il travaillait aussi dans le marketing mais dans une autre agence et nous avions une bonne conversation sur les tendances du secteur et certaines campagnes sur lesquelles nous avions tous deux travaillé. Madison m'a littéralement tiré à part dans le couloir des toilettes. « Tu pourrais éviter de parler boulot ce soir » m'a-t-elle chuchoté, c'est un peu embarrassant. Embarrassant, ma carrière qui payait le dîner de $300 que nous allions partager entre 8 personnes, c'était embarrassant pour elle. C'est là que j'ai commencé à remarquer comment elle me présentait aux gens, jamais, c'est mon petit ami, ou, c'est, suivi de mon nom, toujours, c'est le gars dont je t'ai parlé, ou juste mon prénom sans contexte, comme si j'étais une connaissance lointaine qu'elle connaissait à peine. L'intimité a commencé à disparaître aussi, nous sommes passés de conversations sur des projets futurs ensemble à des remarques vagues du type « voyons où la vie nous mène » et « gardons nos options ouvertes ». Quand j'évoquais l'idée d'emménager ensemble ou de parler de projets à long terme, elle changeait de sujet ou disait que nous devrions juste nous concentrer sur le présent. Nos conversations par message sont devenues plus courtes et moins fréquentes, elle a cessé de prendre l'initiative pour faire des projets et annulait souvent à la dernière minute parce que quelque chose s'était produit au travail ou avec ses amis. Quand nous passions du temps ensemble, elle semblait distraite, toujours en train de vérifier son téléphone ou de parler de la vie des autres au lieu de se concentrer sur nous. J'aurais dû voir les signes, mais j'étais dans le déni. Je continuais de penser que si je faisais juste plus d'efforts, si j'étais plus romantique, si je prévoyais de meilleurs rendez-vous et la surprenais avec de plus belles choses, elle commencerait à apprécier ce que nous avions. Je me suis mis à travailler plus d'heures, à prendre des clients plus importants, pensant que peut-être si j'étais promu ou gagnais plus d'argent elle serait plus heureuse et plus investie dans notre relation. Avec le recul, je me rends compte que je faisais en quelque sorte une audition pour être le petit ami de ma propre petite amie. Vers le 30e mois de notre relation, les choses ont commencé à devenir vraiment étranges. Madison est devenue extrêmement secrète à propos de son téléphone, l'emportant avec elle aux toilettes et le posant face contre table dès que j'étais dans les parages. Elle a commencé à avoir plus de soirées entre filles et de week-ends entre amis auxquels je n'étais pas invité. Quand je lui demandais quels étaient ses plans, elle devenait sur la défensive. « J'ai le droit d'avoir une vie en dehors de notre relation », disait-elle, « tu es collant et contrôlant. » Collant, pour vouloir passer du temps avec ma petite amie depuis presque 3 ans, contrôlant, pour poser des questions basiques sur ses projets du week-end. Elle a aussi commencé à faire plus de commentaires sur d'autres hommes, pas forcément des hommes qu'elle connaissait personnellement mais des célébrités, des influenceurs, ou des types que nous voyons dans des restaurants ou des bars. Voilà à quoi ressemble le succès, disait-elle en montrant du doigt un homme sortant d'une voiture de luxe, c'est le genre d'ambition que je respecte. Elle faisait défiler Instagram et me montrait des publications d'influenceurs lifestyle vivant dans des villes chères, conduisant des voitures de luxe, portant des vêtements de créateurs. C'est le genre de vie que je veux, disait-elle, tu ne veux pas plus que juste être à l'aise? Les petites piques passives-agressives sur mon style de vie se sont aggravées aussi, elle se plaignait que nous n'allions jamais dans des endroits excitants pour les vacances même si j'avais proposé plusieurs fois de planifier des voyages et qu'elle rejetait chaque suggestion comme étant soit trop ennuyeuse, soit pas assez digne d'Instagram. Je proposais un long week-end à Chicago, ce n'est pas vraiment des vacances, une semaine au Colorado pour skier, je n'aime pas vraiment les activités de plein air, un voyage à la Nouvelle-Orléans, j'y suis déjà allé. Mais elle n'avait jamais d'alternative à proposer, seulement des plaintes sur le fait que mes idées n'étaient pas assez bonnes. Je veux juste être avec quelqu'un qui rêve plus grand, disait-elle, quelqu'un qui veut plus de la vie que juste être à l'aise et économiser de l'argent. Elle a commencé à provoquer des disputes pour des choses stupides, mon appartement n'était pas assez bien, ma voiture était embarrassante, mes vêtements étaient ennuyeux, mes amis immatures, mes passe-temps enfantins. Tout ce qui avait été parfaitement acceptable pendant les 2 premières années de notre relation devait soudainement être amélioré ou changé. Je me suis mis à travailler plus d'heures, à prendre de plus gros clients, à économiser pour un appartement plus chic. J'ai acheté de nouveaux vêtements, planifié des rendez-vous plus chers,
essayer de devenir la personne qu'elle semblait vouloir que je sois. Mais rien de ce que je faisais ne semblait la rendre heureuse ou satisfaite. Avec le recul, je réalise que je faisais en réalité une audition pour être le petit ami de ma propre petite amie, essayant de prouver que je valais la peine d'être gardé, tandis qu'elle cherchait mon remplaçant. Il y a 2 mois, tout a atteint son paroxysme à la fête de fiançailles de son amie Chelsea. C'était l'un de ces événements extravagants qui coûtent probablement plus que le mariage de la plupart des gens, lieux luxueux, bars ouverts, photographes professionnels, tout le package. Chelsea épousait un type qui travaillait dans la finance et gagnait beaucoup d'argent, et la fête de fiançailles était essentiellement une vitrine de leur richesse. Madison avait passé des semaines à se préparer pour cette soirée comme si c'était le mégala, elle avait acheté une nouvelle robe qui coûtait $300, s'était fait coiffer et maquiller professionnellement, avait acheté de nouvelles chaussures, de nouveaux bijoux, tout le nécessaire. Quand sa carte de crédit a été refusée en essayant de payer la robe, devinez qui a eu droit à l'histoire larmoyante sur les dépenses imprévues et les plafonds de crédit atteints. La soirée était typique du cercle d'amis de Madison, tout le monde posant pour des photos de qualité professionnelle, parlant de leurs derniers achats, comparant leurs projets de vacances et leurs évolutions de carrière, les conversations n'étaient qu'un enchaînement de vantardises superficielles déguisées en retrouvailles. Madison était dans son élément, circulant dans la salle comme si elle faisait du networking lors d'une conférence professionnelle. J'essayais d'être sociable, mais je me sentais complètement à côté de la plaque, ces gens parlaient de l'argent comme si c'était un trait de personnalité. Chaque histoire impliquait des restaurants chers, des marques de luxe, des événements exclusifs. Quand ils me demandaient ce que je faisais comme métier, je voyais leur intérêt disparaître dès que je mentionnais la gestion de comptes publicitaires au lieu de la banque d'investissement ou de l'entrepreneuriat technologique. J'étais près de la table des amuse-bouches, essayant d'avoir l'air occupé pendant que Madison se mêlait à son groupe, quand je l'ai entendu parler à un groupe de ses amis. Elles étaient regroupées sur la terrasse extérieure et les voix portent quand les gens socialisent et se sentent à l'aise. Honnêtement, j'attends juste que quelque chose de mieux se présente, disait-elle, il est, je ne sais pas, comme un filet de sécurité, il gagne bien sa vie, il me traite bien, mais il n'y a plus d'étincelles, c'est bien, mais ce n'est pas excitant, mes amis de mon ancienne ville me demandent sans cesse quand je vais trouver un vrai homme. L'une de ses amies a éclaté de rire. Ma fille, tu es bien trop jolie pour te contenter de quelque chose de correct, utilise-le jusqu'à ce que tu trouves quelqu'un qui a vraiment de l'argent et qui peut t'offrir la vie que tu mérites, non? Jean, il est gentil et tout, mais 85 000 ne va pas m'offrir la vie que je veux. Je veux quelqu'un qui conduit une BMW, pas une Honda Civic, quelqu'un qui peut se permettre de m'emmener dans des endroits qui comptent vraiment, tu vois? Comme je veux poster des photos de vacances en Italie, pas des séjours en camping dans des parcs d'État. Une autre amie a ajouté, et ce gars Derek avec qui tu sortais, il n'avait pas de l'argent de famille. Derek, oh mon Dieu, oui, il m'envoie encore des messages en fait, toujours célibataire, toujours blindé, sa famille a des propriétés un peu partout, Léonton, Miami, Aspen, il vient juste de racheter une start-up technologique et il s'en sort incroyablement bien. Pourquoi tu n'es pas avec lui alors? Le timing, je suppose, quand on sortait ensemble à la fac, je n'étais pas prête pour quelque chose de sérieux, mais maintenant je ne sais pas, il me demande sans cesse de venir le voir à Miami, il dit qu'il a des opportunités d'affaires qui pourraient m'intéresser. Je restais là, tenant une assiette d'amuse-bouche hors de prix, avec l'impression d'avoir pris un coup de poing dans l'estomac, 3 ans de ma vie et je n'étais qu'un bouche-trou en attendant que quelqu'un avec plus d'argent se présente. Quand nous sommes montés dans la voiture après la soirée, je n'ai pas pu me retenir, tout le trajet du retour j'étais silencieux, en train de digérer ce que j'avais entendu et de réfléchir à comment l'aborder. C'était sympa, a dit Madison en faisant défiler les photos qu'elle avait prises, Chelsea était magnifique, tu as vu sa bague? Elle doit faire comme 4 carats. Donc je ne suis qu'un filet de sécurité? Elle a levé les yeux de son téléphone, confuse, quoi? J'ai entendu ce que tu as dit à tes amis, à propos d'attendre que quelque chose de mieux arrive. Elle n'a même pas essayé de le nier, juste agacée que j'ai écouté. Oh mon Dieu, tu es tellement dramatique, je faisais juste un peu de vent avec les filles, tout le monde fait ça. Tu leur as dit que tu m'utilisais jusqu'à ce que tu trouves quelqu'un avec de l'argent. Mon Dieu, tu es tellement sensible, tout le monde se plaint de sa relation parfois, ça ne veut rien dire. Se plaindre de sa relation, pas d'utiliser les gens pour leur argent jusqu'à ce qu'un plus riche arrive. C'est laquelle a vraiment montré son vrai visage, écoute, je suis jeune et attirante, d'accord? Je ne devrais pas avoir à me contenter de quelqu'un qui conduit une Civic 2019 alors qu'il y a des gars qui ont des Audi et des maisons au bord d'un lac. Je suis dans mon apogée en ce moment et je ne vais pas la gaspiller avec quelqu'un qui pense qu'économiser de l'argent est plus important que de vraiment vivre. Je te rends service en étant avec toi. Me rendre service,
après 3 ans à tout payer, à soutenir son style de vie, à être son soutien émotionnel, et elle me rendait service. Tu sais quoi, Madison? C'est fini. Elle a ri d'un rire laid et méchant, oh s'il te plaît, comme si quelqu'un d'autre voudrait supporter ta vie ennuyeuse, tu as de la chance que je tolère ton addiction aux jeux vidéo, tes rendez-vous pas chers et ton petit appartement aussi longtemps. Bonne chance pour trouver quelqu'un d'autre qui voudra prétendre que ta vie est intéressante. Je suppose qu'on va voir. J'ai emballé mes affaires essentielles cette nuit-là pendant qu'elle était sous la douche, j'ai laissé la clé de son appartement sur le comptoir et j'ai bloqué son numéro, j'aurais dû le faire 2 ans plus tôt. La cousine de Madison, Emma, était en ville pour une conférence professionnelle la semaine suivant notre rupture. Emma travaillait dans la finance pour une grande entreprise et était là pour une conférence du secteur au centre-ville. Madison était censée la récupérer à l'hôtel mais s'est désistée à la dernière minute, une soi-disant crise au travail qui impliquait clairement qu'elle priorisait littéralement n'importe quoi d'autre plutôt que ses obligations familiales. « Bébé, tu peux aller chercher Emma ? Je suis coincé avec cette urgence client et je ne peux pas m'échapper. » C'était avant que je ne réalise pleinement que nous étions séparés. Madison m'avait bombardé de messages pendant des jours, alternant entre excuses et comportements comme si notre dispute n'était qu'un malentendu à régler. J'étais encore dans cet état de flottement où je ne savais pas si nous étions séparés ou juste en très grosse dispute, donc j'ai accepté d'aller chercher Emma. Emma était tout le contraire de Madison, intelligente, accomplie, terre à accent grave terre, financièrement indépendante, elle travaillait comme analyste financière, gagnait bien sa vie et avait sa vie en ordre. Elle était aussi attirante mais d'une beauté plus naturelle et discrète que le glamour exigeant de Madison. Pendant le trajet de retour chez Madison, elle m'a demandé comment ça se passait avec Madison, ça paraissait être une conversation banale entre cousines. Bien, ai-je menti, car que dire d'autre? Emma m'a lancé un long regard dans le rétroviseur, vraiment? Parce que Madison a posté des choses plutôt méchantes sur toi dans notre groupe familial. Mon estomac s'est noué, comme quoi? Des captures d'écran de tes textos avec des émojis qui pleurent de rire, te traitant de collant pour avoir posé des questions normales de petite amie. La semaine dernière, elle a posté une capture d'écran où tu lui demandais si elle voulait dîner, et elle a écrit « Regardez comme il est désespéré » avec genre 5 émojis qui rient. Mon sang s'est mis à bouillir, elle poste nos conversations privées? Seulement celles qui te font paraître mal, elle le fait depuis des mois. Honnêtement, ma mère l'a déjà appelé à ce sujet la dernière fois, parce que c'était juste inutilement méchant, genre on a compris que tu ne respectes pas ton copain, mais pourquoi partager ces messages personnels avec toute la famille? Emma a hésité puis elle a continué, écoute, je ne devrais probablement pas te dire ça, mais elle reparle à son ex Derek, celui de la fac avec le fonds fiduciaire. Elle pense que personne ne le sait, mais elle a posté par accident une capture d'écran de leur conversation dans notre groupe familial le mois dernier, elle l'a vite supprimée mais je l'ai vue. Quel genre de conversation? Elle se plaignait d'être coincée avec quelqu'un d'ennuyeux pendant que lui profitait de sa meilleure vie à Miami. Derek lui disait qu'elle devrait venir lui rendre visite si elle en avait assez de jouer à la petite maison avec sa situation actuelle. Situation actuelle, voilà ce que 3 ans de ma vie représentaient pour elle. Emma avait l'air sincèrement désolée pour moi, j'ai voulu te dire quelque chose depuis des mois, mais je ne savais pas comment, elle parle de toi comme si tu étais un fardeau qu'elle doit porter au lieu de quelqu'un qu'elle est censée aimer, c'est franchement difficile à regarder. Elle m'a raconté plus de détails sur les messages du groupe familial, comment Madison faisait des captures d'écran de mes textos lui demandant comment s'était passée sa journée et les tournait en ridicule en me traitant de needy, comment elle prenait en photo les cadeaux que je lui faisais pour les qualifier de bon marché ou sans valeur, comment elle se plaignait de devoir passer du temps avec moi au lieu de sortir avec ses amis. Le pire, a dit Emma, c'est que tout le monde dans notre famille voit ce qu'elle fait, ma mère a essayé de lui parler de te traiter mieux, mon père pense qu'elle t'utilise, mais Madison se met sur la défensive et dit qu'on ne comprend pas sa situation. Cette conversation a été le dernier clou dans le cercueil, tous mes doutes sur le fait de rompre avec Madison ont complètement disparu, non seulement elle m'avait utilisé comme bouche-trou, mais elle m'avait publiquement humilié devant toute sa famille pendant ce temps. Ce soir-là, je suis retourné chez Madison pour récupérer le reste de mes affaires, j'avais une clé mais j'ai quand même frappé, je ne voulais pas la surprendre. Elle a ouvert la porte comme si rien ne s'était passé, je suis tellement contente que tu sois revenu, a-t-elle dit en s'écartant pour me laisser entrer, il faut qu'on parle de ce qui s'est passé à la soirée, je pense que tu as complètement mal compris ce que je disais aux filles. Je n'ai rien mal compris, ai-je répondu en me dirigeant directement vers la chambre pour faire mes bagages, et Emma m'a parlé du groupe familial. L'attitude de Madison a changé instantanément, elle est devenue très défensive, Emma a toujours été jalouse de moi, elle ment probablement pour créer des histoires parce qu'elle est amère d'être célibataire.
Donc tu n'as pas posté de capture de nos textos? Madison a levé les yeux au ciel. Oh mon Dieu, parfois tu dis des trucs marrants et je les partage avec mes cousines, ma famille comprend mon sens de l'humour, peut-être que si tu n'étais pas aussi insécure à propos de tout, ce ne serait pas un si gros problème. Insécure? Tu te moques de moi publiquement devant toute ta famille. Ce n'est pas si grave, tu envoies ces longs textos émotionnels à propos de tes sentiments et de vouloir passer du temps ensemble, c'est honnêtement un peu mignon à quel point tu essaies, mais parfois c'est juste drôle à partager avec des gens qui comprennent les relations. Mignon à quel point j'essaie, encore ce ton condescendant, comme si j'étais un petit chiot pathétique quémandant de l'attention. Et Derek? Son attitude a changé du tout au tout, elle a eu ce regard de cerf pris dans les phares. Quoi Derek? Emma a vu la capture d'écran que tu as accidentellement postée où tu dis être coincé avec quelqu'un d'ennuyeux. C'était complètement sorti de son contexte, Derek et moi sommes juste amis et on prend des nouvelles. Quel est le contexte pour dire à ton ex que tu es coincé avec moi? Elle a levé les mains, frustrée. Très bien, tu veux toute la vérité? Derek possède 3 entreprises et conduit une Maserati, sa famille a une maison au Hampton et un appartement à Miami Beach, pendant que toi tu t'enthousiasmes pour une nouvelle carte graphique et que tu penses qu'Olive Garden est un restaurant chic. Derek emmène des femmes en Italie pour des week-ends, toi tu penses qu'une location de cabane à 2 heures d'ici est de grandes vacances. Alors va avec Derek. Peut-être que je le ferai, peut-être que j'en ai marre de prétendre que cette vie basique me suffit, peut-être que je mérite quelqu'un qui peut vraiment m'offrir le style de vie que je veux, au lieu de quelqu'un qui pense que mettre de l'argent sur un compte retraite est plus important que de profiter de la vie. Alors fais-le, pars. Elle a ri amèrement, oui, et pour aller où? Tu crois que je peux juste claquer des doigts et trouver quelqu'un de mieux? Derek vit à Miami, j'ai un boulot ici, un bail d'appartement, je suis coincé dans cette situation jusqu'à ce que je trouve quelque chose de mieux. Tu sais quoi Madison? Tu viens de me donner toute la clarté dont j'avais besoin, c'est fini pour de bon cette fois. Peu importe, bonne chance pour trouver quelqu'un d'autre qui acceptera ta personnalité ennuyeuse et ton style de vie bon marché. J'ai terminé de rassembler mes affaires, vêtements, articles de toilette, quelques livres que j'avais laissés là, mon chargeur de secours, et en partant, elle m'a lancé, tu reviendras, tu sais que tu ne trouveras jamais quelqu'un d'autre comme moi. Elle avait raison sur un point, je ne trouverai jamais quelqu'un comme elle, et j'en étais reconnaissant. Emma m'a envoyé un message quelques jours plus tard, j'ai appris la rupture par ma mère, tu vas bien? Mieux que je ne l'ai été depuis des années, honnêtement. Bien, elle dit à tout le monde que tu l'as supplié de te reprendre, en disant que tu es venu en pleurant et en la suppliant de te donner une autre chance. J'ai envoyé à Emma une capture d'écran des textos réels de Madison qui faisaient exploser mon téléphone avant que je ne la bloque. Bébé, s'il te plaît rappelle-moi, on peut arranger ça, je ne pensais pas ce que j'ai dit à propos de Derek, j'étais juste énervé, tu sais que je t'aime. Waouh, donc elle ment carrément à tout le monde sur ce qui s'est passé. Tu es encore surpris à ce stade. Nous avons continué à discuter au cours des jours suivants. Emma était en ville pour le reste de la semaine pour sa conférence et nous avons fini par prendre un café ensemble quelques fois. Elle était intelligente, drôle, avait une carrière réussie, gagnait bien sa vie dans la finance, elle traitait les gens avec respect, ne voyait pas les relations comme des transactions financières et semblait réellement intéressée à me connaître en tant que personne. Emma était tout ce que Madison n'était pas, authentique, gentille, soutenant mes centres d'intérêt, financièrement indépendante. Quand je lui ai parlé de mes loisirs, elle a réellement écouté et posé des questions pertinentes. Quand je parlais de mon travail, elle était attentive et encourageante. Quand l'addition arrivait au café ou au dîner, elle insistait pour partager ou pour payer à tour de rôle. Je n'arrive pas à croire que Madison ait pu te faire te sentir mal à propos de ta carrière, m'a-t-elle dit un soir, tu t'en sors très bien pour quelqu'un de ton âge, et tu es passionné par ce que tu fais, c'est attirant. C'était comme découvrir ce qu'une dynamique normale et saine ressentait après 3 ans à me faire sentir comme si je n'étais pas assez bien. Nous avons commencé à passer du temps en amis, ce qui s'est naturellement transformé en quelque chose de plus. Au fil des semaines suivantes, Emma revenait régulièrement en ville pour le travail et nous nous retrouvions chaque fois qu'elle était dans le coin. La connexion était immédiate et sincère, pas de jeu, pas de manipulation, pas besoin de deviner où j'en étais. Environ un mois après avoir commencé à sortir avec Emma, elle a mentionné l'anniversaire de 26 ans de Madison qui approchait, elle prépare ce grand truc depuis des mois, elle a loué le rooftop du nouvel hôtel du centre-ville, tu sais celui qui coûte une fortune avec la piscine à débordement. Elle est persuadée que tu vas débarquer et faire un grand geste pour la reconquérir. C'est complètement délirant. C'est Madison, a répondu Emma,
elle poste des citations énigmatiques sur les réseaux sociaux à propos de connaître sa valeur et de ne pas se contenter de moins. L'ironie est incroyable vu comment elle t'a traité. Emma m'a montré l'Instagram de Madison, défilant post après post de citations inspirantes sur le fait de mériter mieux, de ne pas laisser les autres éteindre ta lumière, d'attendre quelqu'un qui apprécie ta valeur. Dans les commentaires, toutes ses amies l'encourageaient, l'appelant une reine, lui disant qu'elle méritait le monde. Elle raconte à tout le monde que tu n'as pas supporté de sortir avec quelqu'un au-dessus de ta catégorie, a continué Emma, que tu as été intimidé par son succès et que tu ne pouvais pas suivre son style de vie. Son succès, la femme qui gagnait 35 000 et ne pouvait pas payer son propre dîner, parlait de son succès. Tu devrais venir avec moi, a suggéré Emma, comme mon cavalier, je dois y aller de toute façon, obligation familiale, mais ce serait amusant de voir sa tête quand elle réalisera que tu es passé à autre chose. Meilleure idée que j'ai entendue depuis des années. La fête était exactement ce à quoi on pouvait s'attendre, hors de prix, surfaite, pleine de faux-semblants, de gens prenant des selfies et postant des stories Instagram toutes les 5 minutes. Madison avait manifestement dépensé une fortune pour l'événement, photographe professionnel, service de bar haut de gamme, décorations élaborées, un DJ, tout y était, tout ça pour fêter ses 26 ans comme si c'était un jalon majeur de sa vie. Madison trônait au centre de tout, vêtue d'une robe ridicule qui coûtait probablement plus que mon loyer mensuel, travaillant la salle comme une politicienne, posant pour des photos, s'assurant que tout le monde savait à quel point elle était fabuleuse et réussie. Quand elle m'a vu entrer avec Emma, l'expression sur son visage était absolument inestimable, un mélange parfait de confusion, colère, incrédulité et jalousie, comme si elle pensait, ce n'est pas comme ça que c'était censé se passer. Mais ce n'était que l'acte d'ouverture, le vrai spectacle allait commencer. 6 mois après la rupture, le karma est venu pour Madison de la manière la plus belle et la plus complète possible. Grâce aux connexions familiales d'Emma, j'avais commencé à faire du conseil en marketing en freelance en parallèle. Le père d'Emma possédait une société immobilière commerciale et m'avait présenté à plusieurs de ses associés qui avaient besoin d'aide pour leur stratégie marketing. C'était bien payé, avec des horaires flexibles, et cela me mettait en contact avec de nombreux propriétaires d'entreprises locales. L'un de ces propriétaires dirigeait la marque Lifestyle pour laquelle Madison travaillait, Petit Monde. Lors d'une réunion stratégique dans son bureau, nous discutions de leur présence sur les réseaux sociaux et de l'image de la marque quand il a mentionné qu'ils avaient de sérieux problèmes avec quelqu'un dans leur équipe social media. On a un employé qui publie du contenu personnel inapproprié sur les comptes de l'entreprise, expliqua-t-il, qui arrive en retard, part tôt, ne respecte pas les délais. Quand on a essayé d'en parler, elle prétend qu'on crée un environnement de travail hostile. Il m'a montré quelques exemples de publications problématiques, des photos personnelles postées sur la story Instagram de l'entreprise au lieu de son compte personnel. Des captures d'écran de conversation par texto qui n'avaient rien à voir avec la marque, des plaintes sur sa vie personnelle mêlées à des publications de produits. Le pire, a-t-il dit, c'est qu'elle a posté par accident un drame relationnel personnel sur la story de notre entreprise. Nous avons reçu des appels de clients demandant pourquoi nous publions des captures de conversations privées au lieu de mettre en avant nos produits. Je n'ai rien dit, mais j'avais une bonne idée de qui il parlait. La chronologie correspondait parfaitement au moment où Madison et moi avions nos dernières disputes. Nous avons tout documenté depuis des mois, a-t-il poursuivi, en construisant un dossier pour un licenciement pour faute afin qu'elle ne puisse pas prétendre à un licenciement abusif ou demander des allocations chômage. La qualité de son travail a décliné depuis presque un an et l'utilisation non professionnelle des réseaux sociaux a été la goutte d'eau. 2 semaines plus tard, Madison a été licenciée, pas simplement licenciée, mais renvoyée pour faute, ce qui signifiait pas d'allocation chômage, pas de lettre de recommandation et pas la possibilité de prétendre avoir été mise à pied. L'entreprise avait des mois de preuves montrant qu'elle avait enfreint plusieurs politiques et qu'elle n'avait pas rempli les exigences de base de son poste. Mais attendez, c'est encore mieux. Vous vous souvenez de Derek, l'ex avec le fonds fiduciaire à qui elle parlait dans mon dos, celui avec la Maserati et les propriétés familiales? Il s'avère qu'il l'avait menée en bateau pendant des mois avec des promesses de l'emmener à Miami pour une opportunité professionnelle. Madison disait à tout le monde qu'elle déménageait à Miami pour travailler pour l'entreprise familiale de Derek. Elle le présentait comme une opportunité de carrière incroyable, travailler dans le marketing pour une société de luxe, gagner 2 fois ce qu'elle gagnait auparavant, vivre dans un magnifique appartement près de la plage. En réalité, Derek avait été extrêmement vague sur ce que le travail impliquait réellement, conseils en réseaux sociaux, et travail d'ambassadrice de marque, étaient les seuls détails qu'il lui avait donnés. Mais Madison était tellement désespérée de fuir sa vie ici et d'obtenir quelque chose de plus glamour qu'elle avait rempli les blancs avec ses propres fantasmes.
Elle avait épuisé ses économies et accumulé une dette importante sur ses cartes de crédit en se préparant à ce grand départ, nouveaux vêtements adaptés à la scène sociale de Miami, bagages coûteux, photos professionnelles pour son portfolio, dépôts pour des appartements qu'elle ne pouvait pas vraiment se permettre. Elle avait même quitté son emploi dans la marque Lifestyle 2 semaines avant qu'il ne prévoie de la licencier, pensant faire un coup stratégique brillant. Quand elle est finalement arrivée à Miami, Derek l'a ghosté à l'aéroport, il a complètement disparu, la laissant coincée sans vol retour réservé, sans argent pour un hôtel et sans information de contact de qui que ce soit d'autre pouvant l'aider. Par le réseau familial d'Emma, j'ai appris toute l'histoire. Derek jouait la même arnaque avec plusieurs femmes, leur promettant des opportunités professionnelles et des améliorations de style de vie pour les faire venir à Miami, puis disparaissant une fois qu'elles arrivaient. Madison n'était que la dernière victime de son jeu permanent consistant à utiliser la richesse familiale pour manipuler des femmes. Elle envoyait des messages à Derek depuis des semaines, de plus en plus excitée par cette opportunité. Il lui avait envoyé des photos de restaurants chers, d'appartements luxueux, de sa voiture, de son style de vie, tout était conçu pour lui faire croire qu'elle allait entrer dans un monde complètement différent. Quand elle est arrivée à Miami et qu'il n'était pas à l'aéroport, elle a attendu des heures, pensant qu'il y avait eu un malentendu. Quand elle a finalement essayé d'appeler le numéro qu'il lui avait donné, il était déconnecté. Quand elle a essayé de le contacter sur les réseaux sociaux, elle a découvert qu'il l'avait bloqué partout. C'est là que mon téléphone a commencé à sonner avec des numéros inconnus. Je sais que je ne mérite pas de te demander ça, mais je suis coincé à Miami sans argent et sans endroit où dormir, mon vol n'est pas avant la semaine prochaine et je ne peux pas me permettre de le changer, pourrais-tu m'aider s'il te plaît? Je te rembourserai dès que je rentrerai, je te le promets, j'ai vraiment peur et je ne sais pas quoi faire. Le message vocal était pathétique, la voix de Madison tremblait comme si elle avait pleuré, elle semblait vraiment terrifiée, ce qui me faisait en partie de la peine, mais la partie rationnelle de mon cerveau se souvenait qu'elle s'était mise dans cette situation toute seule. Puis le téléphone d'Emma a commencé à sonner. Peux-tu demander à mon prénom de me rappeler? J'ai vraiment besoin d'aide et je sais que j'ai été horrible avec lui, mais je suis désespéré, je ferai tout pour arranger ça. Ensuite, sa mère a appelé la mère d'Emma pour demander si je pouvais aider Madison parce qu'elle était dans une très mauvaise situation et qu'elle avait appris sa leçon sur le fait de tenir les gens pour acquis. Les supplications ont continué pendant des jours, messages vocaux depuis différents numéros, textos par des amis communs, messages via des comptes de réseaux sociaux que je n'avais pas encore pris la peine de bloquer, toutes des variations sur le même thème. Elle était désolée, elle avait appris sa leçon, elle avait juste besoin d'aide cette fois. Je me rends compte maintenant à quel point je l'avais bien avec toi, tu étais stable et fiable et j'étais trop stupide pour l'apprécier, j'ai fait une énorme erreur et maintenant je le paie, s'il te plaît ne me laisse pas souffrir comme ça, je sais que je ne mérite pas ton aide mais je n'ai nulle part ailleurs où me tourner. Mes parents n'ont pas d'argent pour m'aider et mes amis ne peuvent pas se le permettre non plus. S'il te plaît, je loge dans un motel douteux et j'ai peur, je te rembourserai le double de ce que tu dépenseras pour m'aider. Mais voilà la vérité sur le fait de brûler des ponts, parfois il n'y a tout simplement pas de chemin de retour, et parfois la personne de l'autre côté n'a aucune envie de reconstruire ce que tu as détruit. Je n'ai jamais répondu, pas une seule fois, ni à ses messages vocaux, ni aux messages d'amis communs, ni aux supplications de sa famille pour que je fasse preuve de compassion. Emma m'a demandé si je me sentais coupable et honnêtement, pas le moins du monde. Madison avait été parfaitement claire pendant 3 ans, j'étais juste un bouche-trou, un filet de sécurité, quelqu'un à utiliser jusqu'à ce que quelque chose de mieux se présente. Elle m'avait publiquement humilié, s'était moquée de mes sentiments et avait traité toute notre relation comme si c'était une sorte de travail caritatif qu'elle faisait. Quand elle a enfin obtenu ce qu'elle pensait vouloir et que tout a explosé spectaculairement en plein visage, ce n'était plus mon problème à résoudre. Madison a fini par devoir appeler ses parents pour obtenir de l'argent afin de rentrer chez elle, sa mère a dû mettre le changement de vol sur sa carte de crédit, et Madison est retournée vivre immédiatement chez eux parce qu'elle ne pouvait pas payer son loyer sans emploi et avec toutes ses dettes de carte de crédit liées à sa préparation pour Miami. Ses réseaux sociaux sont restés complètement silencieux pendant des mois après ça, plus de publications de tenues de créateurs, plus d'enregistrements dans des restaurants chers, plus de citations inspirantes sur le fait de mériter mieux, juste du silence. Grâce aux connexions familiales d'Emma, j'ai appris plus de détails sur la situation de Madison. Elle avait essayé de récupérer son poste dans la marque Lifestyle en prétendant que toute l'histoire de Miami avait été une urgence familiale et qu'elle avait dû partir soudainement pour gérer une crise. Le propriétaire de l'entreprise n'a rien voulu entendre, il avait déjà embauché sa remplaçante et n'avait aucun intérêt à reprendre quelqu'un avec son historique. Dans le secteur, la nouvelle s'était répandue, les autres entreprises de la région savaient pour son utilisation non professionnelle des réseaux sociaux et sa tendance à brûler les ponts. Personne ne voulait prendre le risque d'embaucher quelqu'un avec ce genre de réputation,
Surtout dans un domaine où l'image personnelle et la gestion des réseaux sociaux sont des compétences cruciales. La dernière fois que j'ai eu des nouvelles par le réseau familial, elle travaillait dans un grand magasin au centre commercial, vivait chez ses parents et essayait de rembourser les dettes de cartes de crédit qu'elle avait accumulées. Ses amis s'étaient pour la plupart éloignés d'elle une fois qu'elle n'avait plus les moyens de suivre leur style de vie.